Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la deuxième activité, du chapitre 1, la motricité. Deuxième activité du chapitre 1, la motricité volontaire et les mouvements volontaires. Alors l'activité 2, c'est le trajet de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire, c'est-à-dire lors du mouvement volontaire. Le trajet de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire, c'est-à-dire des mouvements volontaires. مسار السيالة العصبية الحركية أثناء التحركية الإرادية والحركات الإرادية. Donc, premièrement, on avait vu, d'après l'activité numéro 1, on a vu que où se forme l'influx nerveux moteur. Dans quel endroit se forme l'influx nerveux? أين تتكون السيالة العصبية الحركية. وشاهدنا بأن السيالة العصبية الحركية تتكون وتنشأ تتولد داخل أو في الباحة الحركية المتواجدة أمام شقر لاندو. On avait vu dans l'activité numéro 1 que l'influx nerveux moteur se forme ou bien naît au niveau de l'aire motrice. Donc, d'après l'activité 1, où se forme l'influx nerveux moteur? L'influx nerveux moteur se forme, naît, on a dit qu'il naît dans l'aire motrice. Deuxième question qui se pose ici, quels sont les organes qui conduisent l'influx nerveux moteur de l'aire motrice? Puisque dans l'aire motrice, il y a naissance d'un influx nerveux, donc quels sont les organes qui vont le conduire et vers où ils vont le conduire? Vers quel organe ils vont le conduire? Donc, vers quel organe arrive-t-il finalement? ما هي الأعضاء التي ستوصل السيالة العصبية الحركية من الباحة الحركية وما هي الأعضاء التي تصل إليها هذه السيالة العصبية في النهاية. Donc, on va passer par observation clinique. ملاحظة سريرية numéro 1. C'est une observation clinique. ملاحظة سريرية رقم 1. إذن هذه الملاحظة السريرية أو dans cette observation clinique, on a dit une observation clinique, c'est une observation, ce sont des observations que les médecins observent au niveau des hôpitaux. Lorsqu'ils reçoivent des clients, il y a des clients qui arrivent dans des états qu'il faut analyser et savoir quelle est la cause de ces états de maladie ou bien de ces états d'atteinte du système nerveux. Alors, la première observation clinique, lors d'un accident de route, une personne est atteinte de la paralysie des membres supérieurs et inférieurs. Qu'est-ce que ça veut dire la paralysie des membres inférieurs et supérieurs? Paralysé, qu'est-ce que ça veut dire la paralysie des membres inférieurs et supérieurs? C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire bouger ses mains, ses supérieurs, les membres supérieurs, les mains, il est incapable de les faire bouger, et avec aussi les membres inférieurs, c'est-à-dire le pied et les jambes et ainsi de suite, il est incapable de les faire bouger. Après consultation, le médecin va lui faire une consultation, une visite. Par le médecin, ce dernier
a constaté, le médecin a constaté que son patient a eu une lésion. Qu'est-ce que ça veut dire une lésion? C'est-à-dire une destruction, une coupure au niveau de A de son système nerveux. Voir cette coupure dans le document ainsi dessus. Voilà la coupure ici, ou bien la lésion est ici au niveau de A. Ici, là, il y a la lésion de ce patient qui a eu la paralysie des membres supérieurs et la paralysie des membres inférieurs. Vous avez ici les membres inférieurs en bas. Donc, ce patient a eu la paralysie de ses membres supérieurs et membres inférieurs. Pourquoi? Parce que le médecin a constaté qu'il a une lésion, une coupure à ce niveau de son système nerveux. Alors, nommer la partie atteinte par la lésion. Quel est son nom? Nommer la partie atteinte. La partie atteinte, il est sous le cervelet. C'est ce qu'on appelle le bulbe rachidien. La partie atteinte qui a été coupée, c'est le bulbe rachidien de ce patient. Ce bulbe rachidien a produit la lésion cervicale, il a produit la paralysie des membres inférieurs et supérieurs chez ce patient. Alors, nommer la partie atteinte par la lésion, c'est chez cette personne le bulbe rachidien tronc, le tronc cérébral, le bulbe rachidien ou bien le tronc cérébral qui est atteint, qui a subi une lésion. Quelles sont les conséquences de la lésion de la partie A? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de la lésion du bulbe rachidien ou bien du tronc cérébral? Alors, je reprends un petit peu quelles sont les conséquences. ما هي عواقب تخريب أو قطع البصلة السيسائية le tronc cérébral, le bulbe rachidien. قطع البulbe rachidien وهو البصلة السيسائية. Quelles sont les عواقب? ما هي les conséquences de la lésion de la partie 1? Les conséquences de la lésion du bulbe rachidien sont la paralysie des membres inférieurs et supérieurs. On a constaté, le médecin a constaté ça. Mais donner une explication. Pourquoi cette lésion a produit une paralysie du membre inférieur et supérieur? Shalal. La paralysie, shalal. Paralysée, c'est shalal. يعني قطع البصلة السيسائية يؤدي إلى شلل الأطراف العليا وشلل الأطراف السفلى. Donc, ici, la lésion du bulbe rachidien sont les conséquences de lésion du bulbe rachidien sont la paralysie des membres inférieurs et supérieurs. شلل الأطراف السفلية والعليا. Donner une explication à la paralysie des membres. اعطي تفسيرا لشلل هذه الأطراف. Donc الأطراف السفلى والأطراف السفلى والعليا. Donc donner une explication à la paralysie des membres supérieurs et inférieurs. La paralysie des membres inférieurs et supérieurs chez le patient est due à l'arrêt de l'influx nerveux moteur venant des aires motrices. Ici, les aires motrices, puisqu'il y a naissance des aires motrices ici, vous avez les aires motrices ici, l'influx nerveux vient des aires motrices, il va trouver une coupure, une lésion ici, qui empêche le passage de l'influx nerveux des aires vers la moelle épinière. Donc ici, il y a un obstacle qui est la lésion qui empêche le passage de l'influx nerveux des aires qui viennent des aires motrices vers la moelle épinière. Voilà l'explication. L'explication, on va la mettre. La paralysie des membres inférieurs et supérieurs chez le patient est due à l'arrêt de l'influx nerveux moteur venant des aires motrices par la lésion du bulbe rachidien, l'arrêt de cet influx nerveux. Alors, déduire le rôle du bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, évidemment, c'est le bulbe rachidien, il
conduit l'influx nerveux moteur des aires motrices vers la moelle épinière. C'est celui qui conduit, il va être celui qui conduit l'influx moteur venant des aires motrices vers la moelle épinière, vers la moelle épinière. C'est un conducteur, c'est un organe conducteur, c'est un organe conducteur. Donc le rôle du bulbe rachidien, il conduit l'influx nerveux moteur des aires motrices vers la moelle épinière. C'est un organe conducteur. En arabe ici, le دور البصلة السيسائية هي توصيل السيالة العصبية الحركية من الباحة الحركية إلى الموال épinière إلى النخاع الشوكي. إذن سننتقل إلى المرحلة الثانية وهي observation clinique numéro 2. Observation clinique numéro 2, une deuxième observation. Une autre personne a subi ici une lésion, la même chose, une lésion, une coupure au niveau du B. Au niveau du B, si on le regarde ici dans la figure ci-dessus, de la moelle épinière. Ici, vous avez la moelle épinière après le bulbe. Vous avez ici bulbe. On a passé par bulbe rachidien. On a passé par cette étape, la coupure. Maintenant, on passe à une autre coupure, une lésion chez un autre patient, B. Ici, B est situé en bas, la lésion dorsale. Seuls les membres inférieurs sont touchés. Seuls les membres inférieurs qui sont paralysés. Ces membres inférieurs, ici vous avez les membres inférieurs, sont paralysés lorsqu'il y a la coupure ou bien la lésion au niveau du P ou en bas de la moelle épinière. Donc je reprends, une autre personne a subi une lésion au niveau B de sa moelle épinière, ce qui lui a produit la paralysie du membre inférieur. La paralysie, il lui a produit la paralysie du membre inférieur. أحد الأشخاص حدث له تخريب في مستوى B للنخاعه الشوكي، وهذا مما أدى إلى شلل أطرافه السفلى. Voir le document 2. Le document 2 est ici. Alors, donner une explication à la paralysie du membre inférieur. فسر شلل الأطفال شلل الأعضاء أو شلل الأطراف السفلية. شلل الأطراف السفلية de cette personne et déduire le rôle de la moelle épinière. Donc, expliquer la paralysie et déduire le rôle de la moelle épinière. La paralysie des membres inférieurs de cette personne s'explique par l'arrêt de l'influx nerveux moteur venant des aires motrices, toujours venant des aires motrices, par la lésion de la moelle épinière. Donc l'arrêt de cet influx toujours au niveau de la moelle épinière produit la paralysie. Conclusion, la moelle épinière est un organe conducteur de l'influx nerveux moteur du bulbe vers les nerfs. Donc ici, vous avez la moelle épinière, il va conduire l'influx nerveux du bulbe vers les nerfs. Donc vous aurez ici différents nerfs qui partent de la moelle épinière, différents nerfs qui partent, c'est le nom des nerfs rachidiens. Les voilà sur la main, le voilà sur les membres inférieurs. Bien, la paralysie des membres inférieurs de cette personne s'explique par l'arrêt de l'influx nerveux moteur venant des aires motrices par la lésion de la moelle épinière. Conclusion, la moelle épinière
est un organe conducteur de l'influx nerveux moteur du bulbe vers les nerfs. Donc, la moelle épinière, elle est située entre les bulbes et les nerfs. C'est un intermédiaire. Bien, observation numéro 2, une lésion, toujours une lésion du nerf rachidien. Voilà, les lésions nerf rachidien au niveau de la main. Voici la moelle épinière, les nerfs rachidiens partent ici. Vous avez les nerfs rachidiens de la main. Alors, une lésion qui s'est produite au niveau C, chez un patient, le point C, le point ici, la lésion du point C, une coupure au niveau du point C, va produire une paralysée de cette main, qui est la main gauche. Donc, une lésion du nerf rachidien de la main gauche au point C a produit chez un patient, alors je reprends la phrase ici, une lésion du nerf rachidien de la main gauche au point C a produit chez un patient la paralysie de sa main gauche. Donc, une lésion du nerf rachidien de la main gauche. Ici, il s'agit de la main gauche et le nerf existe dans la main gauche. Donc, il n'y a pas inversion ici. Alors, cette lésion, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette lésion qui a été produite au niveau du nerf rachidien, elle a produit la paralysie de la main gauche. Alors, l'explication, expliquer la paralysie de la main gauche de ce patient et déduire le rôle des nerfs rachidiens. Le rôle des nerfs rachidiens. فسر شلل الطرف أو اليد اليسرى. فسر شلل اليد اليسرى لهذا الشخص أو لهذا الشخص واستنتج دور الأعصاب السيسائية. Alors, la paralysie de la main gauche du patient s'explique par le fait que la lésion du nerf rachidien empêche le passage de l'influx nerveux moteur, toujours l'influx nerveux moteur, vers les muscles. Donc ici, les nerfs, ils sont en relation avec les muscles, c'est-à-dire un nerf ici qui vient ici, il est en relation avec un muscle. Donc ici, les muscles de l'avant-bras et les muscles du bras. Ici, muscle. Ici, à la fin du nerf, vous aurez un muscle. Bien, qui empêche l'arrivée du nerf moteur vers les muscles. De la main gauche, ici, il y a les muscles de la main gauche. Ce sont ces muscles qui font bouger la main lorsqu'ils reçoivent l'influx nerveux. Donc, l'influx nerveux arrive ici, au muscle. Donc, conclusion, les nerfs rachidiens conduisent l'influx moteur de la moelle épinière vers les muscles. Donc, ils conduisent de la moelle épinière, vous avez la moelle épinière, ils conduisent l'influx nerveux vers les muscles. Ici, un muscle ou bien plusieurs muscles. On les appelle des organes conducteurs, ce sont aussi des organes conducteurs. Une remarque ici, les muscles, ce sont des organes effecteurs. On les appelle, puisque ce sont eux qui sont des organes, finalement, l'influx nerveux finalement arrive dans les muscles, finalement, parce qu'on a dit auparavant, où arrive-t-il cet influx moteur? Où arrive-t-il finalement? Il arrive finalement au muscle. Le muscle, il provient de l'aire motrice. Il provient de l'aire motrice, passe par le bulbe, par la moelle épinière, par les nerfs rachidiens et arrive au niveau des muscles. Voilà le trajet qu'il va faire. Le trajet de l'influx nerveux à partir de la moelle des aires motrices. Il va être né ici, il se forme ici au niveau des aires motrices. Il est conduit par le bulbe rachidien, ici bulbe, puis il passe par la moelle épinière,
moelle épinière, moelle épinière, puis il passe par les nerfs rachidiens et arrive finalement au muscle. Donc, les muscles, ce sont des organes effecteurs. Pourquoi on les appelle effecteurs? Parce qu'ils effectuent les mouvements. Ce sont eux qui vont effectuer les mouvements en se contractant lorsqu'ils reçoivent l'influx moteur. Lorsque l'influx moteur arrive aux muscles, les muscles réagissent. Les muscles réagissent en se contractant. Donc, cette réaction, on l'appelle la motricité volontaire. C'est-à-dire les muscles vont réagir à l'influx moteur venant des aires motrices. Bien, on les appelle des effecteurs parce que des organes effecteurs parce qu'ils effectuent les mouvements en se contractant lorsqu'ils reçoivent l'influx moteur, lorsqu'ils réagissent à l'influx moteur qui leur arrive. On passe maintenant à schéma montrant le trajet et le sens de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire, voir le schéma ci-dessus. Ici, vous avez deux schémas. J'ai constaté qu'il faut les éclaircir. Ici, vous avez une coupe transversale dans l'encéphale. Évidemment, dans l'encéphale, et on le voit en vue de face. Ici, vous n'avez pas la coupe, vous avez que le cervelet, le cervelet et le bulbe, ainsi de suite, c'est-à-dire l'encéphale, vue de côté. Alors, ici, on va essayer de tracer l'influx nerveux. L'influx nerveux, vous avez ici l'aire motrice gauche. Donc, l'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice. Il passe vers le bulbe. Voilà le bulbe rachidien. Il passe dans la moelle épinière. Donc, l'influx nerveux est ici. Voilà, l'influx nerveux moteur. Il arrive ici. Voilà, vous avez la moelle épinière. Elle passe dans la moelle épinière. Et finalement, il va par le nerf. Ici, vous avez nerf rachidien. Un nerf rachidien, c'est celui qui arrive finalement au muscle du côté droit, puisque ici, l'aire est gauche, l'aire motrice est gauche, inversion. Il y a inversion, le muscle du côté droit. Ici, ce muscle, c'est celui qui se contracte et répond et réagit à l'influx nerveux qui arrive. Voilà la moelle épinière, puis le nerf rachidien le conduit vers le muscle et le muscle réagit en se contractant. Voilà comment se fait la motricité volontaire. Le trajet et le sens de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire. Un deuxième schéma, mais c'est le même. Vous avez ici l'aire motrice gauche. Ici, l'influx nerveux naît au niveau de cette aire motrice. Elle passe par le bulbe et le bulbe le conduit il passe vers la moelle épinière. Et de la moelle épinière, elle va passer par un nerf, les nerfs rachidiens, au muscle. Voilà, nerf rachidien. Ici, on va mettre un nerf rachidien, ou bien fibre nerveuse, le nerf rachidien. Voilà le nerf rachidien. L'influx nerveux passe par le nerf rachidien vers le muscle du côté droit, parce qu'il s'agit ici, il y a inversion, l'aire motrice gauche. Voilà le trajet. Ici, c'est le même trajet, mais ici, le cerveau est vu de face. Ici, vu de côté. Ici, vu de face. L'aire motrice et la croûte ici, le cortex cérébral. Vous voyez que le cortex cérébral, que l'aire motrice est située dans ce cortex. Voilà. Le titre toujours, le trajet et le sens de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire.
Finalement, un schéma simplifié du trajet, et le sens de l'influx nerveux moteur et le rôle des organes qui interviennent dans la motricité volontaire. Donc, vous avez l'aire motrice, l'origine de l'influx moteur. C'est un centre moteur où naît, naissance, où se forme l'influx nerveux. Cet influx nerveux passe dans le bulbe rachidien, ce qui le conduit, c'est un conducteur moteur, il a un rôle conducteur موصل حركي. ici مركز حركي، المركز الحركي الذي تنشأ فيه السيالة العصبية الحركية. Donc il y a formation de l'influx nerveux moteur. Cet influx moteur, il est conduit par, il passe dans le bulbe, le bulbe rachidien que le conduit vers, c'est un organe conducteur que le conduit vers la moelle épinière. La moelle épinière le conduit vers les nerfs rachidiens, le fait passer vers les nerfs rachidiens. Et finalement, il arrive au muscle qui est effecteur. Ce sont des organes effecteurs, organes qui réagissent par contraction et décontraction, c'est-à-dire qui réagissent par un mouvement. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous se verrons la prochaine fois dans des exercices de la motricité volontaire. Et merci.